Château de Malmaison, colline de Saint-Germain-en-Laye, 7h30 du matin. Alexandre Dubois, 38 ans, milliardaire de l'industrie technologique, s'apprête à partir pour une réunion qui vaut 200 millions d'euros quand le téléphone sonne avec la nouvelle que la nounou a démissionné durant la nuit. Le petit Louis, 18 mois, pleure désespérément dans son berceau tandis qu'Alexandre regarde sa montre. Dans 1 heure, il doit être à Londres. C'est alors que Sophie Moreau, 24 ans, domestique bretonne au cœur brisé et un passé à cacher, frappe à la porte en s'offrant de s'occuper de l'enfant. Ce qu'Alexandre découvrira à son retour changera sa vie à jamais. Le château de Malmaison se dressait majestueusement sur les collines de Saint-Germain-en-Laye, comme un joyau du patrimoine français, serti dans la verdure des chênes centenaires. Alexandre Dubois avait transformé cette demeure historique du XVIIe siècle en un paradis de luxe et d'innovation après l'introduction en bourse de sa start-up technologique. Marbre de Carrare, fresques restaurées, jardin à la française et vue imprenable sur Paris racontaient une histoire de succès et de raffinement. Mais ce matin de septembre, le château de contes de fées s'effondrait comme un château de cartes. Alexandre, déjà vêtu d'un costume sur mesure de 3000 €, cherchait désespérément à calmer le petit Louis qui hurlait dans sa chambre décorée de fresques d'anges. L'enfant avait 18 mois, des yeux bleus comme le ciel parisien et le caractère têtu de son père. Depuis que Camille, sa femme, était morte dans un accident de voiture 8 mois plus tôt, Alexandre s'était trouvé catapulté dans un monde inconnu, la paternité à plein temps. L'appel de l'agence Golden Care avait détruit ses plans. La 5e nounou en 6 mois avait démissionné durant la nuit, qualifiant Louis de trop agité. Pendant ce temps, à Londres, l'attendaient des investisseurs japonais pour signer un contrat de 200 millions d'euros, l'affaire qui lancerait son entreprise sur le marché asiatique. Le panorama depuis la fenêtre montrait Paris qui s'éveillait dans le soleil matinal. Mais Alexandre n'avait pas le temps d'admirer les beautés. Son monde s'écroulait morceau par morceau quand il entendit un coup discret à la porte principale. Sophie Moreau avait 24 ans et était arrivée de Quimper 6 mois plus tôt pour travailler comme domestique au château. Taille moyenne, longs cheveux châtains toujours rassemblés en queue de cheval ordonnée, yeux noisettes qui cachaient une tristesse profonde. Elle portait l'uniforme bleu et blanc des domestiques, toujours parfaitement repassé. Alexandre la connaissait à peine. Elle nettoyait, repassait, se déplaçait dans la maison avec une discrétion professionnelle, disparaissait dans ses appartements du sous-sol chaque soir sans se faire remarquer. Ce matin-là, cependant, quelque chose était différent. Sophie avait entendu les pleurs désespérés de Louis et avait osé frapper à la porte principale pour offrir son aide. Alexandre, avec l'enfant dans les bras et la montre qui marquait inexorablement l'approche de l'heure de départ, n'avait pas le choix. Quand Sophie prit Louis dans ses bras, quelque chose d'inexplicable se produisit. L'enfant, qui avait pleuré pendant des heures, malgré les efforts des nounous les plus qualifiés de France, se calma immédiatement. Il la regardait avec ses yeux bleus curieux, comme s'il avait reconnu quelque chose de familier en elle. Alexandre saisit son attaché-case de 24 000 €, salua rapidement et se précipita vers sa Maserati. La dernière chose qu'il vit dans le rétroviseur fut Sophie qui berçait doucement Louis sur la grande terrasse de marbre, lui chantant une berceuse avec l'accent de sa Bretagne. Il ne savait pas que ce qu'il trouverait à son retour changerait tout. Le vol pour Londres fut un cauchemar de tension et d'inquiétude. Alexandre, habituellement concentré et sûr de lui lors des voyages d'affaires, vérifiait son téléphone toutes les 10 minutes en attendant l'appel désespéré de Sophie. Mais le silence persistait, alimentant autant son anxiété qu'une étrange curiosité. La réunion avec les investisseurs japonais se déroula au siège londonien de Dubois Tech, au 50e étage d'un gratte-ciel qui dominait la City. Alexandre présenta sa plateforme d'intelligence artificielle révolutionnaire pour le secteur automobile, des chiffres impressionnants et une technologie de pointe qui transformerait le marché asiatique. Pour la première fois en 12 ans de carrière, il n'arrivait pas à se concentrer complètement.
Une partie de son esprit était restée au château de Saint-Germain avec Louis dans les bras d'une domestique bretonne qu'il ne connaissait pas vraiment. Le chef de la délégation japonaise, Takeshi Yamamoto, remarqua sa distraction, mais l'a compris quand Alexandre expliqua que c'était la première fois qu'il laissait son fils avec une nouvelle nounou. Le contrat fut signé à 14 heures. 200 millions d'euros. L'entrée officielle sur le marché asiatique, la plus grosse affaire de sa carrière entrepreneuriale. Cela aurait dû être le jour le plus heureux de sa vie professionnelle, mais tout ce qu'il voulait était rentrer chez lui. Quand la Maserati s'engagea dans l'allée arborée qui menait au château de Malmaison à 18 heures, Alexandre se prépara au pire. Le soleil parisien peignait tout d'or, mais il s'attendait à trouver Louis qui pleurait, Sophie épuisée, la maison sans dessus-dessous. Au lieu de cela, ce qu'il découvrit le laissa complètement sans voix. Sur la grande terrasse de marbre qui donnait sur la vallée de Seine, Sophie avait installé une bassine en plastique coloré, remplie d'eau tiède. Louis, complètement nu et ravi, prenait son bain en plein air, riant et éclaboussant de l'eau partout. Sophie, agenouillée à côté de la bassine avec les manches de son uniforme retroussé, versait délicatement de l'eau sur les cheveux blonds de l'enfant avec un arrosoir vert du jardin. La scène dégageait une simplicité et une tendresse à couper le souffle. Louis riait de ce rire cristallin des enfants heureux, tandis que Sophie lui chantait une chanson bretonne d'une voix douce. Les couleurs chaudes du coucher de soleil parisien créaient une atmosphère magique qui semblait sortie d'un tableau impressionniste. Alexandre s'arrêta caché derrière une colonne du portique, incapable de bouger. Il n'avait jamais vu Louis aussi détendu et joyeux. Durant les 8 derniers mois, depuis la mort de Camille, l'enfant avait toujours été nerveux, difficile, souvent inconsolable. Les nounous professionnels s'étaient contentés de le supporter, de le gérer comme un problème à résoudre. Sophie, elle, le traitait comme s'il était l'enfant le plus précieux du monde. Elle l'enveloppait dans une serviette douce orange, en lui murmurant des douceurs, et Louis la regardait avec adoration, tendant ses petites mains vers son visage, comme il le faisait autrefois avec Camille. À cet instant, Alexandre comprit qu'il assistait à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas une domestique qui gardait un enfant par nécessité, mais une femme qui savait aimer, qui avait un don naturel avec les petits, qui était en train de combler le vide laissé par Camille dans le cœur de Louis. Quand il s'approcha et que Sophie se retourna, il vit dans ses yeux un éclair de peur, comme si elle avait été surprise à faire quelque chose de mal. Alexandre la rassura et lui demanda comment elle avait fait pour calmer Louis si facilement. La réponse de Sophie fut simple mais révélatrice. Les enfants sentent quand celui qui s'occupe d'eux le fait par amour ou seulement par devoir. En regardant son fils qui s'était endormi sereinement dans les bras de Sophie, Alexandre prit une décision qui changerait tout. Il lui proposa de devenir la nounou officielle de Louis, mais au fond, il savait que Sophie était bien plus qu'une simple domestique. Il ne savait pas encore à quel point il avait raison, ni que Sophie cachait un secret qui remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour et le destin. 2 semaines après ce coucher de soleil magique, la vie au château de Malmaison avait pris un rythme complètement nouveau. Alexandre avait promu Sophie de domestique à nounou officielle de Louis, doublant son salaire. La transformation de l'enfant était évidente. Il riait toujours, dormait sereinement, avait développé un lien spécial avec Sophie qui émouvait quiconque les voyait ensemble. Mais plus Alexandre observait Sophie, plus ses questions grandissaient. Elle était trop cultivée pour être une simple domestique. Elle parlait parfaitement, connaissait l'art et la littérature, cuisinait des plats raffinés. Quand elle croyait ne pas être vue, il la surprenait à étudier des livres de pédagogie ou à arranger des tableaux avec l'œil de quelqu'un qui avait étudié l'histoire de l'art. Et puis, il y avait ces moments de tristesse inexplicables. Parfois, en jouant avec Louis, elle s'arrêtait soudainement et dans ses yeux apparaissait une ombre profonde. Elle serrait l'enfant avec un désespoir qui dépassait l'affection professionnelle, comme si elle cherchait à combler un vide mystérieux. Un soir d'octobre, tandis que la pluie battait les vitres du château, Alexandre entendit Sophie chanter une berceuse mélancolique à Louis.
La voix était si douce et triste qu'elle le força à s'approcher de la chambre. Sophie était assise dans le fauteuil ancien avec Louis, endormi dans ses bras, chantant une chanson bretonne tandis que les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Alexandre frappa doucement et quand elle s'essuya rapidement les yeux, il remarqua que l'enfant dormait depuis longtemps. Il s'assit en face d'elle et lui posa la question qui changea tout. Si elle avait déjà eu des enfants. Le visage de Sophie se décomposa complètement, montrant une douleur si profonde qu'Alexandre le regretta immédiatement. D'une voix brisée, tandis que dehors la tempête secouait les chênes, Sophie commença à raconter. Elle était née à Quimper dans une famille d'instituteurs, diplômée en pédagogie à Rennes. À 21 ans, elle avait épousé Pierre, un ingénieur de Brest. 3 ans de bonheur absolu, puis était arrivé Mathis, né le 15 mars il y a 2 ans, cheveux bruns comme elle, yeux verts comme son papa. Un enfant parfait qui riait toujours, exactement comme Louis. La méningite foudroyante l'avait emporté en 4 jours, quand il avait 10 mois. Pierre n'avait pas réussi à surmonter la perte, il avait commencé à boire et devenir violent. Une nuit, il l'avait frappée si fort qu'elle avait fini à l'hôpital. Sophie s'était enfuie avec une valise au cœur de la nuit, avait pris le premier train pour Paris où chaque coin ne lui rappelait pas Mathis. Quand elle avait vu Louis ce premier matin et l'avait pris dans ses bras, c'était comme si Mathis était revenu vers elle, au moins un peu. Alexandre comprit tout soudainement. La naturalité avec Louis, la tristesse dans les yeux, la tendresse désespérée. Sophie comblait le vide de son fils perdu, aimant Louis comme elle aurait aimé Mathis. Cette nuit-là, il ne put dormir, pensant à comment le destin avait amené dans sa maison la personne qui pouvait guérir le cœur brisé de son fils. Et surtout, à comment Sophie guérissait aussi son cœur, sans qu'il s'en soit aperçu. L'hiver parisien arriva transformant le château de Malmaison en une carte postale d'époque. Alexandre avait commencé à travailler plus souvent depuis chez lui, trouvant des excuses pour rester au lieu de voler entre les différents sièges de son entreprise. Il se disait que c'était pour Louis, mais au fond, il connaissait la vraie raison. Il voulait observer Sophie. Ce n'était plus de la curiosité professionnelle, mais quelque chose de dangereux qui grandissait jour après jour. Sophie avait fleuri après avoir partagé son histoire. Elle se déplaçait avec plus d'assurance, souriait plus souvent. La relation avec Louis était magique. L'enfant marchait en se tenant à sa jupe, disait « Sophie » comme deuxième mot, courait toujours vers elle quand il se faisait mal. Alexandre se perdait dans les petits détails. Comment elle fredonnait en préparant le petit déjeuner, remplissant la maison de musique, sa grâce entre les meubles anciens, sans en être intimidée. Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Comment elle transformait chaque conte en un petit théâtre pour Louis, et les moments volés quand elle ne savait pas être observée, étudiant le monnaie du salon avec un œil compétent, arrangeant les fleurs avec un goût esthétique naturel, riant aux espiègleries de Louis illuminant toute la pièce. Alexandre tombait amoureux et cela le terrifiait. Un soir de décembre, pendant un dîner d'affaires avec des collègues, Sophie prépara un menu qui combinait tradition française et touche bretonne, servant avec une élégance qui impressionna tous. Marcel Dubois, important investisseur parisien, complimenta Alexandre pour sa nouvelle nounou exceptionnelle. Ces mots firent réfléchir. Pour tous, Sophie restait une employée. Après le dîner, tandis que Sophie rangeait, Alexandre s'approcha pour l'aider. Au moment où il lui prit la main, les mots sortirent spontanément. Il lui avoua qu'il tombait amoureux, qu'il aimait comment elle s'occupait de Louis, comment elle avait transformé le château en vrai foyer. Sophie rougit profondément, lui rappelant qu'elle travaillait pour lui, qu'ils étaient de mondes différents. Alexandre lui expliqua qu'elle n'avait jamais été une domestique à ses yeux, mais une femme forte qui ne s'était pas rendue. Quand il lui dit simplement qu'il l'aimait, Sophie éclata en larmes, se définissant brisée. Alexandre la prit dans ses bras, lui expliquant que lui aussi était brisé, qu'elle lui avait appris à vraiment aimer. Ils se regardèrent dans les yeux dans le silence du château, avec seulement le vent parmi les chênes.
Quand ils s'embrassèrent sous les fresques du XVIIe siècle, avec la neige qui dansait dehors et le parfum des roses bretonnes du jardin, Alexandre comprit que le vrai amour ne choisit ni les classes sociales, ni les conventions. Mais le chemin vers le bonheur ne serait pas simple comme un baiser sous la neige parisienne. La nouvelle de la relation entre Alexandre Dubois et sa nounou explosa dans les journaux People comme une bombe atomique. Le milliardaire de la technologie et la domestique bretonne, l'amour qui défie les classes sociales, de la domesticité à la suite, le conte moderne de Sophie. Les paparazzi campèrent devant le château de Malmaison, transformant l'allée de Chêne en un cirque médiatique qu'Alexandre n'avait jamais expérimenté. Le vrai problème n'était pas les journaux, mais la famille d'Alexandre. Sa mère, comtesse Élisabeth Dubois, descendante d'une des plus anciennes familles françaises, convoqua une réunion d'urgence dans l'hôtel particulier familial, avenue Foch. Alexandre se présenta en costume sombre, avec la détermination de quelqu'un qui avait pris une décision irrévocable. La comtesse, assise dans le salon décoré où trônaient des portraits d'ancêtres qui avaient fait l'histoire de France, ne mâcha pas ses mots. Elle lui demanda des explications sur ce que les journaux appelaient son mariage imminent avec une domestique. Alexandre répondit que Sophie n'était pas une domestique, mais la femme qu'il aimait et qui avait sauvé son petit-fils. Son frère aîné Ferdinand, avocat et futur héritier du titre nobiliaire, intervint expliquant qu'il comprenait sa solitude après la mort de Camille, mais que c'était une erreur qui pourrait détruire la réputation familiale. Alexandre regarda les portraits des ancêtres accrochés au mur, des générations de Dubois qui avaient vécu selon des règles sociales rigides, et répliqua que la réputation ne console pas la nuit quand on a peur, ne fait pas rire quand on est triste, ne transforme pas un enfant en colère en enfant heureux. La comtesse se leva avec la majesté de quelqu'un qui avait gouverné des salons aristocratiques pendant 40 ans, qualifiant Sophie de ramassée qui voulait clairement profiter de sa richesse. Alexandre sentit la colère monter et défendit Sophie, expliquant qu'elle avait refusé chaque cadeau coûteux, qu'elle vivait encore dans les appartements du personnel, qu'elle n'avait jamais rien demandé sauf pouvoir aimer Louis. La discussion dura 2 heures entre chantages émotionnels, menaces de déshéritage et appel à la mémoire de Camille. Alexandre sortit de l'hôtel particulier plus déterminé qu'avant, mais aussi plus conscient de la bataille qui l'attendait. Pendant ce temps, Sophie vivait son enfer personnel. Les journalistes avaient fouillé dans son passé, découvert l'histoire de Matisse, du mariage fini, de la fuite de Bretagne. Certains titres la décrivaient comme une sainte qui avait souffert et mérité l'amour, d'autres comme une calculatrice qui avait tout planifié pour épouser un milliardaire. Quand Alexandre revint de l'affrontement avec la famille, il trouva Sophie sur la terrasse avec Louis, mais ses yeux étaient rouges de pleurs. Les journalistes avaient aussi écrit sur Matisse, transformant la mort de son fils en ragot de première page. Sophie, dévastée par l'exposition médiatique, suggéra de tout arrêter avant qu'il soit trop tard. Elle lui fit remarquer leur différence. Lui né dans l'hôtel particulier le plus beau de Paris, elle dans un appartement de banlieue à Quimper. Lui avec des études à Oxford, elle qui avait peiné pour payer l'université, lui propriétaire d'entreprises dans le monde entier, elle qui jusqu'à 1 an avant n'avait même pas de maison. Alexandre s'agenouilla devant elle, lui expliquant que son monde était là, au château, avec Louis et avec elle. Le reste ne comptait pas. Quand Sophie exprima la crainte qu'un jour il le regretterait, qu'elle aurait ruiné sa réputation et son avenir, Alexandre l'embrassa avec une passion qui balaya tous les doutes. Ce soir-là, Alexandre prit la décision la plus importante de sa vie. Il appela son avocat et lui dit de préparer les documents pour transférer la moitié de son patrimoine à un fonds fiduciaire au nom de Sophie, presque 1 milliard d'euros. Il voulait que ce soit clair pour tous que Sophie n'avait pas besoin de son argent. Elle l'avait déjà. Le lendemain, il organisa une conférence de presse au château. Devant journalistes, photographes et caméras, avec Sophie à ses côtés et Louis dans les bras, il annonça leur fiançailles et la décision de partager le patrimoine.
Regardant droit dans les caméras, il déclara que Sophie Moreau n'était pas une femme qui avait épousé un riche, mais une femme riche qui avait choisi de l'épouser. Le geste fut si sensationnel qu'il fit le tour du monde. L'histoire de la domestique devenue milliardaire par amour conquit même les cœurs les plus sceptiques, mais surtout conquit le cœur de la comtesse Élisabeth. Ce soir-là, elle se présenta au château avec un cadeau. La bague de fiançailles familiale, transmise par 6 générations de femmes Dubois. Si son fils aimait Sophie assez pour tout partager avec elle avant même de l'épouser, dit-elle avec surprise générale, alors peut-être était-elle vraiment la femme qu'il lui fallait. 2 ans avaient passé depuis cette conférence de presse qui avait fait l'histoire. Le château de Malmaison avait été transformé en un paradis encore plus magique. Sophie avait uni l'élégance aristocratique française avec la chaleur familiale bretonne, créant un environnement où ancien et moderne, raffinement et simplicité cohabitaient en parfaite harmonie. Le mariage avait été célébré dans la chapelle privée du château avec une cérémonie intime qui avait ému même les plus cyniques. Sophie avait porté une robe vintage des années 50 qui appartenait à la grand-mère d'Alexandre, la transformant avec de petites modifications qui reflétaient sa personnalité. Louis, désormais 3 ans et demi, avait été le porteur d'alliance le plus fier de l'histoire, et quand il avait appelé Sophie maman pendant la cérémonie, il n'y avait pas eu un œil sec parmi les invités. Mais le vrai miracle avait eu lieu 6 mois après le mariage. Un matin de mai, Sophie réveilla Alexandre avec un sourire radieux et un test de grossesse à la main. Ils allaient avoir un petit frère ou une petite sœur pour Louis. La grossesse fut suivie avec un amour maniaque par Alexandre et une adoration totale de Louis, qui chaque soir parlait au ventre de maman en racontant à la petite sœur tout ce qu'ils avaient fait pendant la journée. Emma naquit le 12 mars, 3 jours avant l'anniversaire de la mort de Matisse. Sophie la tint dans ses bras pour la première fois dans la maternité de l'hôpital de Paris et pleura pendant des heures, non de tristesse, mais de gratitude infinie envers la vie qui lui avait rendu tout ce qu'elle croyait avoir perdu à jamais. Alexandre, regardant Sophie qui tenait Emma tandis que Louis grimpait sur le lit pour mieux voir sa petite sœur, comprit qu'il avait assisté à l'achèvement d'un cercle parfait. Sophie avait sauvé Louis de la colère et de la solitude, lui l'avait sauvé de la douleur et du désespoir, et maintenant, ensemble, ils avaient créé une famille qui dépassait tous leurs rêves. L'histoire d'Alexandre et Sophie devint légendaire en France et au-delà, non seulement pour le romantisme du conte moderne, mais pour ce qu'elle représentait, la preuve que l'amour authentique peut surmonter n'importe quelle barrière sociale, économique ou culturelle. Sophie fonda la Fondation Matisse, une organisation qui soutenait les familles ayant perdu des enfants, fournissant assistance psychologique, soutien économique, et surtout la certitude que de la douleur la plus profonde peut naître une force capable d'aider les autres. La Fondation ouvrit des centres dans toute la France, transformant le souvenir du fils perdu en source d'espoir pour des milliers de familles. Alexandre découvrit qu'avoir une vraie famille le rendait aussi meilleur entrepreneur. Ses entreprises fleurirent comme jamais, mais surtout, il développa une sensibilité sociale qui le porta à investir dans des projets qui amélioraient la vie des gens, au lieu de viser seulement le profit. Un soir d'été, tandis que la famille dînait sur la terrasse où tout avait commencé, Louis, désormais 5 ans, et parlant un parfait mélange de français et de breton, posa une question qui fit sourire tout le monde. Il voulait savoir pourquoi certaines personnes avaient dit que ses parents ne pouvaient pas se marier. Sophie le prit dans ses bras, tandis qu'Emma dormait dans son berceau et lui expliqua que certains adultes oublient que le vrai amour ne regarde pas d'où tu viens, mais où tu vas. Quand Louis demanda où ils allaient, Alexandre embrassa toute sa famille, répondant qu'ils allaient vers chaque jour ensemble, vers chaque sourire, vers chaque aventure qui les attendait. Ce soir-là, tandis que Sophie chantait la berceuse bretonne à Emma et que Louis s'endormait dans le grand lit entre ses parents, Alexandre regarda par la fenêtre le panorama qui s'étendait jusqu'à Paris. Les lumières de la ville brillaient comme des étoiles tombées sur terre,
Les chênes murmuraient dans le vent estival, et tout semblait parfait comme dans un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. C'était la réalité construite jour après jour par deux personnes qui avaient appris que le plus bel amour naît souvent des histoires les plus difficiles, que les secondes chances existent vraiment, et que parfois le destin envoie exactement la personne dont on a besoin au moment où l'on croit avoir tout perdu. La domestique que personne ne remarquait et le milliardaire qui croyait tout avoir avaient découvert ensemble que la seule richesse qui compte vraiment est celle que l'on construit avec le cœur. Si cette histoire d'amour qui surmonte toutes les barrières t'a ému, mets un like et abonne-toi pour d'autres histoires incroyables de seconde chance. Raconte-nous dans les commentaires. Crois-tu aussi que le vrai amour peut surmonter les différences sociales? Quelle a été la plus belle seconde chance de ta vie? Et ne rate pas la prochaine vidéo où tu découvriras une autre histoire extraordinaire qui te fera croire encore plus au pouvoir de l'amour authentique.